Oui, évidemment, la situation est compliquée dans notre pays. La crise sanitaire, le débat avec l'extrême droite, la précarité. Mais nous œuvrons justement avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination pour justement faire en sorte que notre pays relève les enjeux et que les quartiers populaires ne soient pas les oubliés de cet élan que nous voulons donner à notre pays. 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM. Eh bien, nous recevons donc dans cette émission spéciale Madame Nadia Hay. Bonjour Madame la Ministre. Bonsoir Adil Farkan. Bonsoir, ça va, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, très bien, je vous remercie infiniment. Vous êtes chargée de la politique de la ville. La dernière fois qu'on vous avait reçu, la dernière fois qu'on avait parlé, comment vous endossez évidemment ce ministère avec évidemment toute sa charge concernant la politique de la ville ? D'abord, je l'endosse avec beaucoup d'humilité parce que la tâche est énorme dans nos quartiers politiques de la ville, dans nos quartiers populaires. Plein d'enjeux à relever, évidemment, mais aussi avec une très grande détermination de mettre en place à la fois des projets structurants pour changer et transformer radicalement nos quartiers et améliorer le quotidien, la vie en tout cas des habitants de ces quartiers. Et puis à la fois des projets pour accompagner les dynamiques locales qui ont lieu en ce moment même, que ce soit dans le milieu associatif ou entrepreneurial. Alors la crise sanitaire, évidemment, elle prend place, elle reprend place d'ailleurs dans ce contexte extrêmement compliqué. Madame la Ministre, vous-même, qu'est-ce que vous captez ? Quelle est la température ? Quels sont les échanges que vous avez avec les habitants des quartiers populaires ? Et j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure, si vous l'acceptez, 01 53 48 3000. D'ailleurs, l'antenne est ouverte, le standard est ouvert, évidemment, et vous avez la priorité. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment pour interpeller la ministre chargée de la politique de la ville avec des préoccupations qui vous sont chères ou pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez l'interpeller. Madame la Ministre. Eh bien, ce qui remonte et ce qui ressort des visites de terrain, de la rencontre avec les habitants, c'est que, évidemment, je vous parlais tout à l'heure des enjeux dans nos quartiers populaires, ils sont énormes. Sur la question du logement, où c'est encore un sujet encore trop présent dans la vie des habitants des quartiers. Il y a le sujet de l'éducation des enfants, la question de l'emploi et du chômage, la question aussi du cadre de vie et de la façon dont on vit dans son quartier. Donc il y a ces enjeux, il y a des difficultés encore qui sont là, qui sont bien présentes. La crise sanitaire, sociale est passée par là et donc a parfois révélé des inégalités, voilà, et parfois même exacerber certaines situations de précarité. Et donc, j'ai envie de vous dire, même Madame la Ministre, ça a affaibli ça a fragilisé beaucoup de familles d'ailleurs, bien sûr, des quartiers populaires, bien sûr, qui étaient obligés d'aller récupérer des paniers alimentaires. Exactement. Alors chaque situation évidemment est unique, et la situation personnelle des habitants dans nos quartiers. Nous avons mis en place des moyens d'accompagnement, notamment à travers le chômage partiel, pour éviter que nos concitoyens, et ça touche aussi les habitants des quartiers, soient dans une situation difficile, une situation financière. Donc nous avons mis en place des moyens d'accompagnement, mais des publics qui étaient déjà en précarité, qui étaient dans l'économie informelle ou qui faisaient du travail intérimaire. Là, effectivement, il y a eu un impact social de la crise sanitaire. Et évidemment, maintenant, nous avons mis en place les mesures de soutien aux entreprises qui permet aujourd'hui à nos entreprises de rebondir de manière très forte d'un point de vue économique et de pouvoir recruter en masse. Et j'espère que cet emploi va bénéficier aux habitants des quartiers. Écoutez, justement, cette émission va s'articuler sur plusieurs grands sujets. On va s'intéresser d'abord, on ira direction Marseille, où Macron avait annoncé un plan d'ampleur pour Marseille. C'était il y a quelques semaines. Ville-monde, qu'il avait qualifié. Beaucoup d'argent, justement. On va revenir sur ce plan de Grand Marseille. On reviendra également aussi sur les gilets roses. Les gilets roses, évidemment, on verra si c'est en référence aux gilets jaunes ou pas du tout. Mais les gilets roses ont une particularité. Vous avez injecté beaucoup d'argent pour pouvoir accompagner justement toutes ces femmes qui se battent dans les quartiers populaires. Et on finira avec un sujet aussi concernant la médiation dans les quartiers populaires. Mais d'abord, j'aimerais commencer avec cette question d'actualité. Alors, on parle beaucoup d'Éric Zemmour. Je sais que ça exaspère nos auditeurs parce qu'à chaque fois je traite le sujet d'Éric Zemmour. Pas que vos auditeurs d'ailleurs. Non mais moi j'ai ouvert l'antenne en permanence et c'est vrai que les informés c'est d'abord l'actualité. Et c'est vrai que les auditeurs m'ont d'abord attiré mon attention sur le fait d'accorder l'espace médiatique à Éric Zemmour. Mais tout de même, ce matin,
D'abord, Éric Zemmour à Villepinte. On connaît, ça a provoqué quelques incidents, ça a été la démonstration de force d'Éric Zemmour. Elle a été émaillée d'incidents. Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, avec l'hostilité de beaucoup de personnes, justement, qui ne souhaitaient pas la présence d'Éric Zemmour à Villepinte. Mais Éric Zemmour à Villepinte, c'est un symbole, c'est quoi au juste? Comment doit-on l'interpréter? Comment vous l'interprétez, vous, ministre de la Ville? C'est bien plus que des incidents, ce qui s'est passé à Villepinte. Il y a eu des actes de violence qui sont insupportables et inacceptables aujourd'hui en France et au XXIe siècle. Et Éric Zemmour, finalement, est entré en campagne il y a plusieurs mois de cela. Il s'en est caché très longtemps parce qu'il se testait, je pense. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle, donc nous devons effectivement combattre ses idées et nous devons expliquer en quoi nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il est et ce qu'il représente, et notamment sur le fond aussi des propositions qu'il émet. Mais tout de même, ce qu'on constate, c'est qu'il est entré dans le monde politique avec une violence dans les mots qui aujourd'hui commence à se traduire dans les actes. Et ça, ce n'est pas tolérable. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez nous dire par là qu'on est en train de libérer la parole, qu'on est en train de banaliser, évidemment, les extrêmes? Alors, je crois que nous ne sommes pas en train de banaliser les extrêmes. En tout cas, notre majorité présidentielle, ce gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, ne banalise pas ces paroles et ces propos d'extrême droite. Nous les combattons. Et je rappelle que nous étions les seuls à les combattre il y a encore quelques semaines de cela. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Adil Farkan, nous sommes encore les seuls à les combattre. Parce que je ne crois pas que Valérie Pécresse aujourd'hui combatte ces idées d'extrême droite. Vous les combattez, vous, d'un côté, et de l'autre, il y a une réalité de la France. Et une gauche bien silencieuse, et d'ailleurs. Et de l'autre, il y a deux sociétés, c'est-à-dire qu'elle est scindée en deux. Il y a une société qui occupe l'espace, justement, vous faisiez référence à l'extrême droite, qui occupe l'espace de l'extrême droite. Vous combattez de l'autre. Mais il y a ce constat terrible aujourd'hui. On est en train de participer à une violence verbale, une violence qui s'inscrit dans notre société aujourd'hui. N'est-ce pas trop tard, Madame la Ministre? Nous ne participons pas à cette violence. D'ailleurs, je vous l'ai dit, nous combattons les idées, nous combattons ce que ça représente, mais nous ne combattons pas les personnes, nous n'attaquons pas les personnes et nous ne sommes pas dans un combat violent. En ce qui nous concerne, si certains ont voulu occuper ce champ-là avec la violence, eh bien, c'est charge à nous de condamner cela et d'aller sur le terrain des idées. Mais je remarque dans tout ça que nous avons une gauche aujourd'hui qui est bien silencieuse. Je ne les ai pas entendus attaquer ni condamner avec force tel que nous le faisons nous. J'ai encore entendu notre porte-parole du gouvernement ce matin à la radio, le ministre de l'économie ce week-end sur une chaîne. Nous combattons sur le débat d'idées et sur le fait de ne pas accepter cette banalisation de la violence et ce débat qui vire justement vers les sujets d'extrême droite. Nous sommes aujourd'hui vraiment seuls à le faire et ça, je le regrette. Madame la ministre, comment s'annonce cette campagne? Eh bien là, quelle tonalité doit-on évidemment s'attendre? Telle qu'elle est occupée par nos opposants politiques, si je puis dire, je pense qu'elle n'est pas digne d'un débat démocratique que nous devons aujourd'hui aux Françaises et aux Français. Je crois que ce n'est pas digne. Donc, nous n'avons pas encore de candidat déclaré, je le rappelle, parce que nous sommes en exercice et nous avons, à la différence de nos opposants, aujourd'hui un pays que nous devons gouverner, auquel nous devons faire face à des enjeux aujourd'hui qui sont vraiment qui sont importants et assez déterminants pour la suite, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, à gérer une crise sanitaire, à travailler sur la France, de ce que pourra être l'avenir de la France d'ici 2030. Nous avons un plan de relance que le président est allé négocier à l'échelle européenne et qu'il faut aujourd'hui concrétiser dans les territoires, qui rentrent dans le quotidien des Français. Ça, c'est notre quotidien à nous. Et nos opposants, pendant ce temps-là, eh bien, ils se livrent justement à cette escalade de violence que nous n'acceptons pas, que nous dénonçons quand nous pouvons dénoncer, et quand l'heure sera justement à la campagne présidentielle pour notre majorité, eh bien nous serons là et nous serons présents. Et on sera là aussi pour suivre évidemment cela avec beaucoup d'attention. Éric Zemmour, juste une dernière question d'actualité qui confirme ce matin des propos violents sur Emmanuel Macron. Oui, c'est un adolescent qui n'est pas fini. Bon, réaction? C'est le propre du populisme, ça. C'est quand on n'a pas d'idée, on s'attaque aux personnes. Voilà. Et donc, c'est exactement ce que fait Éric Zemmour, c'est qu'il n'attaque pas sur les idées, il n'attaque pas sur le programme du président de la République, il attaque sur sa personne. Moi, je trouve, là encore, je vous disais que le débat n'est pas digne, justement, d'un débat démocratique à la hauteur de ce que devrait être un débat aujourd'hui politique en France. Eh bien, là, c'en est un exemple.
Allez, on va parler justement de votre ministère, la politique de la ville, justement, Madame Nadiaé, Madame la ministre. Macron, qui, je le disais tout à l'heure, a annoncé un grand plan d'ampleur pour Marseille, la ville monde. 254 millions d'euros d'autorisation d'engagement pour rénover les écoles de Marseille. Ça a été acté, voté, évidemment, débloqué même, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, plusieurs moyens supplémentaires pour plusieurs secteurs. On va en parler justement. Alors, où en est-on d'abord précisément dans ce grand plan de Marseille ? Est-ce qu'il va y avoir une révolution ? Parce que Marseille en a besoin, cette cité phocéenne. Elle en a besoin, elle a besoin d'ailleurs dans tous les domaines. Police, école, hôpitaux, bref, beaucoup de moyens manquent. Transport, logement, vous parlez de logement tout à l'heure, de jeunes créateurs, en faisant référence aux jeunes. Aujourd'hui, où en est-on sur ce plan Grand Marseille ? Si je peux me permettre, Adil Farkan, sur Marseille, c'est plus qu'un plan. C'est une vision, c'est une ambition que nous avons pour cette ville. Je rappelle que c'est la 2e ville de France. C'est une ville qui rayonne sur le pourtour méditerranéen, qui a un emplacement juste déterminant, stratégique pour notre pays, et qui a été trop longtemps, je crois, laissée à ses difficultés et laissée à l'abandon des services publics, parce qu'il y a eu effectivement de grandes déclarations, de grands plans pour Marseille. Sur la mise en œuvre, les Marseillais attendent encore de voir. Ce que le président est allé faire à Marseille, c'est d'afficher cette ambition, une vision, et finalement de prendre en compte toutes les difficultés et tous les leviers que nous devons actionner pour faire de cette ville une ville qui rayonne sur le pourtour méditerranéen et qui soit aussi une ville tournée vers les enjeux du 21e siècle. Et donc, il y a effectivement tous les sujets que vous avez rappelés, avec à la fois des financements de la part de l'État, parce que c'est un appel qui nous a été fait par les élus, par les collectivités territoriales, mais aussi en termes de méthode. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés là-bas en disant on va vous donner 1 milliard sur les transports, 600 millions sur la rénovation urbaine, 1 milliard par-ci. Non, on est allé dire il y a un plan école, un plan mobilité, un plan sur la rénovation urbaine, sur la médiation. Et on va mettre les moyens. Et à côté de ça, on va créer des structures ad hoc qui vont être portées en gouvernance par les collectivités locales et par l'État pour justement s'assurer de l'atterrissage et de la mise en œuvre de ces mesures. Ça, c'est nouveau, c'est inédit, parce que ce que nous voulons faire, c'est comme ce que nous avons fait pour le projet présidentiel qui a amené le président de la République à la présidence, c'est de faire ce qu'on dit et c'est faire ce qu'on dit après avoir dit ce qu'on allait faire. Madame la ministre, certains pensent que c'est un plan de plus pour Marseille. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds que non. En tout cas, ce n'est pas un plan de plus. J'en suis à ma 7e, 8e, 9e visite à Marseille depuis maintenant 1 an. Et ce que je peux dire, c'est que ça avance. C'est-à-dire que le président de la République, je vais vous prendre mes sujets, il a demandé à ce qu'on double le nombre de médiateurs. Eh bien, au 1er janvier, le nombre de médiateurs sera doublé. Il a demandé à ce que les projets de rénovation urbaine... médiateurs, qu'est-ce que c'est précisément, ces médiateurs ? Alors, les médiateurs, ce sont les éducateurs de rue. Alors ça, en janvier 2021, le Premier ministre, lors du comité interministériel des villes, a pris une décision de mettre beaucoup plus d'éducateurs spécialisés dans la rue, avec des médiateurs qui soient formés. Donc c'est 600 au total, c'est ce qu'on appelle les bataillons de la prévention, donc ils vont fonctionner en binôme. Quel est le profil de ces médiateurs ? C'est des jeunes des quartiers ? Des éducateurs spécialisés, donc ça c'est un profil de spécial, enfin ils sont formés pour cela, ils sont diplômés pour cela. Et puis à côté de ça, ce sont des médiateurs, et oui, vous avez des jeunes des quartiers qui ont été embauchés en tant que médiateurs pour intégrer les bataillons de la prévention. J'en rencontre quotidiennement dans mes déplacements, j'en ai rencontré un dans la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes il y a quelques jours encore. Donc les médiateurs travaillent en binôme avec les éducateurs, parce que ce sont vraiment 2 métiers différents. L'éducateur spécialisé, lui, va prendre en charge le jeune dans son accompagnement à la fois psychologique, à la fois sur son parcours aussi professionnel. Et puis le médiateur, lui, va faire la démarche d'aller vers, parce qu'il a cette technique d'approche qui va permettre justement d'amener le jeune. Mais Madame la ministre, quelle est la démarche justement de ces médiateurs ? Quel est l'objectif de ces médiateurs aujourd'hui ? Eh bien, c'est de permettre justement à chaque jeune, finalement, de retrouver, on parle beaucoup, vous savez, de promesses républicaines, de réussite républicaine. Ces termes-là n'ont de sens que finalement s'ils se concrétisent dans la vie des jeunes de nos quartiers. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que finalement, les jeunes qui sont parfois en perte de sens, parfois en manque de perspective, et alors qu'ils ont envie de réussir eux-mêmes, eh bien, parfois, ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et donc, il faut justement des spécialistes, des médiateurs qui accompagnent ces spécialistes pour aider dans ce parcours.
Justement, et je laisserai le soin de nos auditeurs partout en France de venir vous interpeller au 01 53 48 3000 avec le standard qui est ouvert. Dites-moi, Madame la Ministre, est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui se creuse justement entre à la fois de la prévention, avec ce rôle des médiateurs, je l'entends effectivement, ça nous renvoie à ces grands frères de l'époque, justement, qui viennent accompagner, canaliser aussi certaines choses, et de l'autre, évidemment, taper en permanence, je fais référence évidemment à la police qui vient, elle, faire régner l'ordre. Et c'est son rôle aussi de faire régner l'ordre, mais ce regain de violence qui est aujourd'hui aussi, qui fait partie de l'état des lieux des quartiers populaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui se creuse entre ces deux mondes ? Au contraire, ce qu'on veut... Et comment le combler ? Comment combler justement ce fossé qui peut parfois être constaté ? C'est de les faire travailler ensemble. Vous savez, la police, elle n'est pas formée pour faire de la prévention. La police, elle est formée pour faire du maintien de l'ordre et elle est formée pour faire du rétablissement de l'ordre, en fonction des métiers, même au sein même de la police et de la gendarmerie. Ils ne sont pas là pour faire de la prévention. Ils ne savent pas faire. Et d'ailleurs, et trop longtemps, on leur a demandé finalement de se substituer à tout le monde, à tous les acteurs, parce que on a diminué les financements, parce que justement on a déchargé notre responsabilité sur ces grands frères, sans qu'ils aient de formation spécifique, sans qu'ils aient un accompagnement financier spécifique aussi. Donc là aujourd'hui, c'est d'aller chercher des spécialistes de la médiation et de la prévention spécialisée, que sont les éducateurs spécialisés, et les faire travailler avec les médiateurs, ces fameux grands frères, mais je pense plus que médiateurs, parce que on va les former, nous, ils vont bénéficier d'une formation pour faire justement toutes ces techniques d'approche des jeunes. Eh bien, c'est de les faire travailler sur cette question de la formation, de la prévention spécialisée, et de les faire travailler avec les forces de l'ordre. Et c'est comme ça que ça a été déterminé, parce que nous avons annoncé les bataillons de la prévention. Par contre, nous n'avons pas décidé depuis Paris ce qu'on allait faire à tel endroit ou tel endroit, ce qu'on allait faire dans la cité des Castellanes à Marseille, ou au Tarteret à Corbeil-Essonnes, ou dans le quartier des Merisiers à Trappes. On n'a pas dit ça. On a dit aux préfectures, vous vous rapprochez des collectivités territoriales et vous faites ensemble un projet de prévention spécialisé. On va marquer une courte pause pub et on reviendra justement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi conjuguer peut-être la police avec les médiateurs de façon à créer plus de liens sociaux. 19h24 si vous venez de nous retrouver dans Les Informés justement, et émission spéciale consacrée à la politique de la ville avec Madame Nadia, Madame la ministre chargée de la politique de la ville. 01 53 48 3000, vous pouvez interpeller donc la ministre. On parle d'école, on parle de logement, on parle de transport. Quelles sont les priorités aujourd'hui de ce Marseille en grand, alors que 6 semaines après son premier passage, Emmanuel Macron parlait d'un chantier colossal de 1,5 milliard d'euros pour répondre aux problématiques les plus urgentes, notamment, on les citait tout à l'heure, dans les quartiers, école, logement, transport, rénovation, etc. Je vais vous poser la question, puisque justement entre les médiateurs et le rapport avec la police, vous savez, l'État va financer le déploiement de 500 caméras de vidéosurveillance dans les quartiers nord. Votre collègue, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 100 policiers sont arrivés en 2021, et bien 200 nouveaux policiers arriveront en 2022. Mais justement, pour combler ce fossé, je vous pose la question, comment créer ce lien social entre la police d'un côté, les médiateurs de l'autre, pour évidemment essayer d'apaiser les esprits et essayer aussi de faire en sorte que ce lien social continue d'exister. Il faut effectivement que tout le monde travaille ensemble. Et qu'ils se comprennent. Oui, il faut qu'ils travaillent ensemble. Les éducateurs travaillent avec les forces de l'ordre. Vous savez qu'il y a des comités justement locaux de la prévention de la délinquance qui sont aujourd'hui tenus par les collectivités territoriales et donc organisés et présidés d'ailleurs par les maires des communes. Eh bien, c'est l'occasion justement que tout le monde se rencontre et travaille ensemble. L'idée, c'est vraiment d'apporter une réponse autoritaire sur les questions de sécurité, parce que je rappelle que, encore une fois, vous savez, moi je suis une trappiste, comme on dit, donc je viens de Trappes et je sais ce que c'est que l'insécurité du quotidien. Je le sais, je l'ai vécu. Les premières victimes, ceux qui sont pénalisés par cette insécurité, ce sont les habitants qui y habitent. Donc ça, ce n'est plus possible, et donc on mène cette action d'autorité, de sanction, avec le renfort des forces de l'ordre. Et puis ensuite, il y a
l'autre jambe, si je puis dire, c'est celle justement d'éviter que des jeunes ne sombrent dans la délinquance ou dans la criminalité. Vous leur répondez quoi, justement ? Par manque, pour éviter qu'ils sombrent dans la délinquance. Eh bien, justement. C'est en cela que nous mettons en place ces médiateurs et ces éducateurs. C'est en cela que nous soutenons le tissu associatif. C'est en cela que nous mettons vraiment le paquet sur les cités de l'emploi. Enfin, tout ce qui permet justement aux jeunes de trouver finalement une voie professionnelle pour leur avenir, d'éviter que les jeunes ne décrochent. Nous multiplions les dispositifs pour assécher le vivier de recrutement dans lesquels vont puiser un coup les séparatistes, un coup les trafiquants de drogue. Donc ça, c'est la première chose qui est à faire, c'est celle-ci. Et nous avons une action vraiment très forte là-dessus. Donc c'est une action conjointe, à la fois sur la question de réaffirmer l'autorité et l'ordre républicain dans les quartiers, et à la fois travailler pour éviter justement que ces jeunes ne se retrouvent livrés à ces réseaux. Et ça, c'est ça aussi, de mener une action en même temps, si vous pouvez me permettre cette expression, ou de manière concomitante, eh bien, ça c'est nouveau, parce qu'on met les moyens et d'un côté et de l'autre. C'est nouveau, ça date d'il y a 3 ans, Adil. Les effets, ils sont peut-être pas en termes de résultats visibles partout en France, mais nous observons tout de même que dans certains quartiers, oui, il y a des choses qui se passent, qui bougent. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos acteurs associatifs qui le disent. Quelle est l'ultime priorité aujourd'hui sur le quartier de Marseille, sur les différents quartiers de Marseille ? Quelle est la principale priorité, Madame la Ministre ? Tout est prioritaire, Adil. Oui. La question mais du vous m'avez dit, logement, vous avez fait 6 allers-retours déjà aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ces allers-retours ? Et quels sont les chantiers justement que vous concrétisez aujourd'hui dans... S'agissant de mon champ ministériel, je vous disais, le président de la République s'est engagé à doubler le nombre d'éducateurs et médiateurs. Le 1er janvier, ils seront doublés. Nous aurons 120 éducateurs et médiateurs à Marseille. Ensuite, il y a tous les projets de rénovation urbaine. C'est pas aujourd'hui qu'on va, à l'heure où je vous parle, qu'on va commencer à voir les grues partout. Elles y sont pour beaucoup de chantiers, pour beaucoup de quartiers. Mais les projets qui font l'objet justement du doublement de l'enveloppe, nous sommes en train d'y travailler. J'étais encore à Marseille il y a 2 jours. Nous avons établi un calendrier pour passer en comité de pilotage les quartiers, La Savine, Castellane. Donc il y a encore 5 projets que nous allons passer en comité de pilotage le 10 décembre et un comité d'engagement pour valider finalement le financement, l'accord de tous les partenaires sur ces projets de rénovation urbaine interviendra avant la fin du mois de janvier. On n'a jamais fait aussi court en termes de délai. Une décision prise en septembre par le président de la République, un comité d'engagement à peine 6 mois après, même pas 6 mois après, ça ne s'est jamais vu dans les programmes de rénovation urbaine. Donc ça, c'est une action que nous mettons en place aujourd'hui, mais qui va avoir des effets dans 3, 4, 5 ans, parce que la rénovation urbaine, pour ceux qui l'ont vécu, ça met du temps pour reloger des gens, pour travailler sur le projet, ça met du temps. Mais ce sont des fonds qui sont engagés aujourd'hui. C'est un investissement de l'État aujourd'hui. Et ensuite, sur la question de l'entrepreneuriat, le président de la République a voulu mettre en place des carrefours de l'entrepreneuriat. Ce sont en fait des guichets uniques dans lesquels les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, mais principalement les jeunes, parce que c'est vraiment notre cible sur ce projet, eh bien, dans un carrefour, dans un lieu, ils puissent obtenir la réponse à toutes les questions qui se posent en termes de création d'entreprise, l'accompagnement, les besoins de financement, et qu'on l'accompagne dans ces démarches jusqu'à la création d'entreprise. Donc ça aussi, nous avons lancé à l'appel à initiative avec le haut-commissaire à l'insertion professionnelle Thibaut Guilly la semaine dernière. Les lauréats de ces carrefours d'entrepreneuriat seront sélectionnés en janvier, ils seront rendus publics en janvier, et nous espérons les voir finalement en marche, si je puis dire, en tout cas en fonctionnement, au premier trimestre 2022. Ça, c'est urgent, c'est prioritaire et ça va être mis en œuvre. Et ensuite, vous avez la question de la mobilité, la question justement de la culture. C'est pas pour tout de suite, mais les fonds sont là. Ça a été voté au projet de loi de finances. L'argent est là. Maintenant, il faut déterminer des axes et prioriser les projets, mais décidés par les collectivités territoriales. On continue d'en parler justement dans le cadre de cette émission spéciale. On va traiter aussi des gilets roses. On va traiter aussi, vous savez quoi, on reviendra évidemment sur les quartiers populaires et les préoccupations prochaines aussi. Mais surtout, on va s'attarder sur le 93, le 9-3 et ses médiateurs justement, parce que je pense que les auditeurs de ce bassin attendent aussi qu'on leur explique et on leur amène quelles sont les actions concrètes. Émission spéciale des informés, 19h39, avec Madame la Ministre, Madame Nadia Hay, chargée de la politique de la ville. On parle de Marseille, on parle aussi des quartiers populaires partout en France. Je vais ouvrir l'antenne 01 53 48 3000. Le jingle plutôt, pardon.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole. Et vous entendent partout en France, évidemment, poser la question. Ouais, beaucoup d'appels, dites donc. Je ne sais pas si on aura le 30. C'est pour ça que je me suis mis un peu en retard. Et les Gilets roses, je veux qu'on en parle. Mais on a beaucoup d'appels. Alors, par qui je commençais ? Aubervilliers, tiens, Karim. Karim, bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute mon cher Karim. La ministre vous écoute, Madame Ladiré. Écoutez, moi je voulais savoir, déjà bonjour Madame. Bonsoir, moi je voulais savoir un petit peu ce qui allait être fait pour le 93, parce que sur tous les sujets, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour le 93, donc je voulais savoir quelles étaient... C'était une des questions que j'allais m'apprêter à poser à Madame la ministre, vous avez raison, comme si vous aviez lu dans ma pensée. Madame la ministre répond à Karim d'Aubervilliers. Merci Karim pour votre question. Oui. Comme vous êtes nombreux, je vais évidemment enchaîner. Et merci pour votre question, d'autant que la Seine-Saint-Denis est un territoire en quasi-totalité en politique de la ville, donc très à l'aise pour évidemment en parler. Sur ce qu'on fait sur le département de Seine-Saint-Denis, c'est juste énorme en termes de projets structurants. Je ne vais pas vous apprendre ce qui s'y passe, notamment sur... Mais visiblement, sa question était très orientée. C'est vraiment... J'ai l'impression que là, qu'est-ce que vous comptez faire prochainement ? Justement, avec les projets structurants, le Grand Paris Express, la terre des Jeux Olympiques. Donc, il y a beaucoup de projets structurants qui accompagnent la dynamique de territoire. Et ce que je souhaite, moi, c'est que l'ensemble, finalement, des retombées économiques et d'emplois, elles se fassent dans les quartiers prioritaires, pour les habitants des quartiers prioritaires. Et c'est pourquoi, à partir du 1er janvier 2022, on va mettre en place une cité de l'emploi, ce qu'on appelle la cité de l'emploi des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les acteurs autour de la table, les entreprises, les missions locales. À partir du 1er janvier 2022, les financements arrivent, c'est 1,5 million d'euros qui vont être consacrés par mon ministère pour cette cité de l'emploi uniquement dans le 93. Dans le département du 93. Donc préparez-vous les amis du 93. On va les auditeurs du 93. Les associations, les élus de terrain, tout le monde va se mobiliser pour faire en sorte finalement que tous les projets structurants en termes de retombées, ils soient pour les habitants des quartiers. Ensuite, ce que l'on fait aussi, c'est en termes de rénovation urbaine. Aujourd'hui, le département de Seine-Saint-Denis, c'est le premier département qui perçoit des financements pour l'ANRU, pour les programmes de rénovation urbaine. Et on a là aussi des projets structurants. Aubervilliers notamment, il y a un projet qui est en cours et les financements vont augmenter pour qu'on permette un cadre de vie agréable pour les habitants des quartiers. Je sais qu'une heure ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Je peux vous parler vraiment des heures du 93. J'y passe beaucoup de temps. Et c'est un département que j'aime beaucoup. Vous y rendez tout à l'heure justement. Alors, je vais aller à Sevran, puis ensuite Grenoble, puis ensuite Paris. Donc on va faire un peu le parcours. Bonsoir mon cher Hamid de Sevran. On reste dans le 93. Alors. Oui. Hamid. Bonsoir Hamid. Oui, on vous écoute. Débranchez votre radio parce que ça donne un écho à l'antenne. Bonsoir Hamid, on vous écoute. Quelle est votre question à la ministre ? Bonsoir monsieur Dame. Moi ma question c'est est-ce que vous pensez réellement qu'il n'y aura pas de fort taux d'abstention au niveau des votes ? Très bonne question mon cher Hamid. Et vous êtes jeune en plus, donc c'est un jeune qui pose une question. Ah c'est gentil, je viens d'avoir 41 ans. C'est jeune 41 ans. Hamid, c'est jeune 41 ans. Si à 41 ans vous êtes vieux, il y a un problème mon cher Hamid. C'est très jeune Adil, à 41 ans, on est très jeune. Allez la madame. Non mais vous posez une excellente question sur le taux d'abstention. Malheureusement les dernières élections qui se sont passées, qu'elles soient municipales, départementales et régionales, nous avons observé un fort taux d'abstention dans nos quartiers prioritaires et populaires. Donc moi j'appelle vraiment à ce que justement il y ait un réveil ou un éveil républicain et que tout le monde aille voter aux élections d'avril 2022. Je ne donnerai pas évidemment de consigne de vote, même si vous savez évidemment ma préférence, mais en tout cas il est important de participer au débat démocratique. C'est comme ça que les habitants vont faire entendre leur voix. 01 53 48 3000, et elle a raison, Madame la Ministre. On en parle dans les informés. Je vous dis, la seule arme, c'est d'aller voter. Votez. Oui. Inscrivez-vous et votez. Votez pour qui vous voulez, mais votez, chers amis. Direction Grenoble. Je vais accueillir Amadou. Bonsoir Amadou. 01 53 48 3000.
Bonsoir Adil Farkan, merci de passer la parole, Madame la ministre. C'est normal. Bienvenue à notre radio de la diversité. Effectivement, pourquoi le président de la République, il a laissé tout dernièrement d'honorer, c'est vrai que je ne donne pas de leçons, il est libre de faire ce qu'il veut, ça se voit qu'il n'est pas raciste. Joseph Becker qui dit que ma France, c'est la France de Joseph Becker, qui était d'origine américaine. Bon, oui. c'est tout récemment que... Mais posez votre question, allez à l'essentiel, Amadou, posez votre question. L'essentiel, c'est de dire que, comment dire, vous avez parlé d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est pas les politiques menées dans notre pays qui a construit RPR. Éric Zemmour, il a un régime politique de la droite. Oui. Ben, on le sait bien. Oui. Donc sur ce côté-là, on ne combat pas ses idées, ça qu'on libre. Donc, c'est les Français qui votent pour lui. Donc, il faut voter. Le droit du citoyen, c'est pas la politique. J'ai peur celui qui utilise la politique pour des fins, qui utilise la religion pour des fins politiques. Ah, je vois où vous voulez en venir. Ça y est, je viens de comprendre. Donc, sur ce côté-là, non, mais je viens de comprendre. J'ai compris parce que c'était réaction, Amadou, aux propos tenus tout à l'heure sur Éric Zemmour, en tout début d'émission, où vous avez condamné un certain nombre de choses. Et il dit aujourd'hui, il y a quand même cette liberté de penser de chacun. Vous lui répondez quoi? À la liberté de J'ai penser, compris. la liberté de penser et d'expression, elle est autorisée. Et disent, en gros, Amadou dit, mais même si on ne pense pas comme lui, il faut le laisser parler et faire sa campagne. Mais c'est ça la liberté d'expression. C'est pour ça que je dis, moi, il faut combattre sur le débat d'idées. C'est d'aller combattre ces idées en disant qu'elles sont néfastes pour notre pays. Mais évidemment qu'il a le droit de dire ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il a ce matin... critiqué, remis en cause le Conseil constitutionnel, la Constitution lui donne cette liberté justement de critiquer le Conseil constitutionnel qu'il veut abroger. Donc il a le droit de dire ce qu'il veut à l'heure où on se parle parce que notre état de droit le permet de le faire. Je ne sais pas, une fois élu, si on aura toujours cette liberté d'expression. En tout cas, lui, il a le droit de dire ce qu'il dit. Maintenant, il faut combattre cette expression effectivement dans le débat d'idées. On est évidemment beaucoup d'appels, mais il faut qu'on parle des gilets roses, c'est très important. Fatima de Paris. Bonsoir Fatima. Allô, bonsoir Adil, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Je vais commencer d'abord par dire que moi j'ai voté pour Macron. Oui. En premier. Et vous vous êtes comporté, pas vous, mais tout le gouvernement, exactement comme ceux qu'on a dégagés. Détaché de la réalité et la politique par la communication. Donc ma question, c'est comment vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire, je répète, depuis 5 ans, vous allez le faire en 3 mois. Donc c'est ça qui dégoûte les gens, les citoyens français, et ils vont vers les extrêmes. C'est une question pour le logement. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez fait... Pardon? Oui, allez-y, posez, allez. Qu'est-ce que vous avez fait pour le logement? Qu'est-ce que vous avez fait pour le handicap? Qu'est-ce que vous avez pour le pouvoir d'achat? Soyez plus précise, ma chère Fatima, dans votre question, s'il vous plaît. Rien du tout. Donc les gens, ils vont vers les extrêmes. Fatima, j'ai bien compris que vous êtes une déçue, vous avez voté Emmanuel Macron. Vous êtes aujourd'hui une déçue d'Emmanuel Macron, puisque vous considérez que, justement, tous ces déçus, vous comprenez leur comportement d'aller chez les extrêmes, notamment l'extrême droite. C'est bien ça, j'ai bien compris, Fatima. Chez les extrêmes. Bon, c'est pas mon cas. Mais les gens, alors, quelle est votre question? Quelle est votre question précise, ma chère Fatima? Ce que vous n'avez pas pu faire en 5 ans, depuis 2017 à ce jour, vous allez le faire en 3 à 4 mois avant les élections. Merci, ma chère Fatima, pour votre question. Alors, cette question, évidemment, elle est pertinente dans le sens du bilan. C'est quoi votre bilan? Maintenant, j'ai compris que nous avions que 2 minutes, alors que j'aimerais vraiment y répondre parce que je ne suis pas en accord avec le constat que fait Fatima. Après, il faudrait reprendre peut-être des points extrêmement précis concernant sa situation 2 sujets, logement personnelle. Et handicap. Oui, mais handicap, on a augmenté l'allocation adulte handicapé. Nous avons aussi intégré les élèves qui sont atteints de handicap dans un parcours scolaire normal. Enfin, là, je vous égrène très vite des mesures parce que nous n'avons pas le temps. Sur le logement, nous avons évidemment encore beaucoup de choses à faire sur la question du logement. La question de la reconstruction et de la construction de l'offre de logement, c'est reparti à la hausse. Nous avons relancé le programme de rénovation urbaine, de renouvellement urbain qui était totalement à l'arrêt. Il y avait 5 milliards d'investissements. Nous en sommes aujourd'hui à 12 milliards d'investissements pour relancer justement le renouvellement dans nos quartiers. Donc, on est en train de faire des choses, évidemment. Ensuite, moi, je veux qu'on me dise ce que a porté le candidat Emmanuel Macron quand il était donc pendant sa campagne et qui n'a pas été fait aujourd'hui. La question était tellement pertinente, c'est
Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Les déçus d'Emmanuel Macron, vous leur répondez quoi? Je ne peux pas leur répondre en 1 minute parce que vous me demandez de les convaincre en 1 minute, mais moi je veux vraiment qu'on ait ce débat-là, de savoir exactement ce qu'elle a à reprocher sur ce qu'on n'a pas mis en œuvre dans la question du gouvernement. Enfin, les maisons France Service, moi je veux bien voir avec Fatima si avant cela, elle avait une maison, un endroit, un lieu unique où elle pouvait faire ses démarches de CAF, de demande de logement, de pièces d'identité, toutes ces démarches du quotidien dans un seul et même lieu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je ne le crois pas. On aura l'occasion. Sur si elle a des enfants, Fatima, je veux savoir si ces enfants vont à l'école et si ils n'ont pas accès à une cité éducative où on est en train de mettre les moyens pour qu'il y ait de la continuité éducative de leurs enfants pour éviter qu'ils ne décrochent sur la scolarité. Il y a des choses évidemment qui ont été faites. Moi, je veux savoir sur quoi on nous attaque vraiment pour pouvoir vous apporter des réponses. On aura l'occasion de toute façon. On aura l'occasion de toute façon de revenir sur ces sujets-là, puisqu'on nous ici on sera en pleine campagne médiatique ici même dans les informés sur Beurre FM. Je veux vraiment, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, s'il vous plaît, Madame la Ministre, Madame Nadia Hay, vous avez décidé pour soutenir ces femmes courageuses de déployer 2 millions d'euros pour soutenir les Gilets roses. Alors revenons sur ces Gilets roses, ces associations de femmes qui œuvrent pour leur quartier. Qu'est-ce que c'est comme concept? Qu'est-ce que c'est comme évidemment déploiement financier, mais surtout, comment vous les accompagnez? Là, vous voyez, par exemple, on vient d'entendre Fatima qui veut du concret. Là, on est dans le concret, mais totalement. Depuis des années, Adil, dans nos quartiers, il y a des femmes courage qui aujourd'hui, qui se sont pendant des années mobilisées pour stopper la violence, pour faire de la médiation, pour occuper le terrain. Vous savez, cet été, j'étais à Marseille. C'est des femmes du 3e âge qui occupent une place. Vous dites c'est le symbole de l'apaisement. C'est le symbole de l'apaisement, ce sont des femmes courage et ces femmes du 3e âge à Marseille qui occupent l'espace pour éviter qu'ils ne soient squattés par des trafiquants, pour que les enfants puissent jouer dans cet espace-là et que les trafiquants ne fassent pas régner l'ordre. Ça, ce sont des femmes courage qui sont là, qui tous les jours se battent pour l'avenir de leurs enfants, pour faire régner le calme et la tranquillité dans leur quartier. Elles existent depuis des années, des décennies. Moi, j'ai grandi avec ces femmes courage. Eh bien, on ne les a jamais valorisées. On ne s'est jamais attardé si ce n'est que quelques minutes sur leurs actions. Pour les mieux organisées d'entre elles, elles se sont structurées en association et parfois elles ont des petits bouts de budget, un coup de 500 € par-ci, 1000 € par-là, mais c'est tout. Et on les a jamais accompagnées en profondeur. Là, aujourd'hui, j'ai lancé un appel à toutes ces femmes en leur disant, nous voulons vous soutenir parce que c'est justement né d'un phénomène de ces Gilets roses, des femmes dans la cité des Tarterets qui ont occupé l'espace, qui ont ramené le calme quand il y avait des affrontements ces femmes, entre police et jeunes. Tous ces acteurs de terrain, ces actrices de terrain, vous les avez reçus? Évidemment que je les ai reçus. Et j'ai rencontré donc beaucoup d'entre elles, et notamment Fatima Tassi, qu'on a vu à l'écran, qui est passée à la télé, sur BFM, sur plein d'autres chaînes, et qui a été suivie par la presse. Elles sont combien d'associations comme ça? Donc, eh bien, ces femmes-là, justement, elles me disent, voilà, nous, ça fait des années qu'on fait avec rien, qu'on bricole, on n'est pas valorisé, personne nous écoute, personne ne nous accompagne. Eh bien, moi, j'ai décidé de les accompagner. Je débloque 2 millions d'euros, là, maintenant, pour justement les accompagner, toutes celles qui viennent solliciter. Si on a des associations aujourd'hui qui nous écoutent, justement, de femmes. Je lance un appel à toutes les femmes qui sont soit en structure associative, soit qui sont en collectif, donc il n'y a pas de structure associative, mais qui peuvent se rapprocher d'associations ou qui peuvent contacter les services de l'État en local pour dire on existe, on fait des choses, on voudrait être une association. Et vous interpellent, donc ils interpellent le ministère de la Ville. Ça passe par les préfectures, oui. Mais moi, je les reçois en direct. J'ai reçu à mon ministère une 50aine de femmes Gilets roses. Aujourd'hui, on dénombre entre 50 et 100 associations qui pourraient prétendre à ce fonds. Pourquoi on a cette fourchette aussi haute, aussi d'ampleur aussi importante? C'est parce qu'on ne sait pas combien elles sont. C'est une réponse aussi, ces Gilets roses, justement, à tous ces problèmes, évidemment, de délinquance, de ces jeunes, quand on parle d'insécurité, quand on parle de médiation sociale. Est-ce que c'est devenu un peu le symbole des quartiers, justement, populaires? Moi, je veux que les femmes dans nos quartiers qui étaient invisibles jusque-là, elles deviennent visibles. Qu'on leur donne les moyens de faire ce qu'elles ont envie de faire. Qu'on leur donne les moyens, finalement... 2 millions, Madame la Ministre, ça suffit? Non, peut-être pas. Mais pour le moment, c'est amplement suffisant. Je ne suis même pas certaine que tout le monde que cette enveloppe va être totalement utilisée. Donc, je fais cet appel pour qu'il y ait un maximum de femmes qui candidatent. Et si besoin d'augmenter l'enveloppe, j'augmenterai l'enveloppe. Ce n'est pas une enveloppe
fermées. Mais en tout cas, elles ont aujourd'hui 2 millions à leur disposition pour qu'elles puissent justement réfléchir à des actions concrètes et que nous les accompagnons avec les fonds de l'État. Eh bien, l'appel est lancé et je suis quasiment certain... Vous l'aurez compris, Adil, je suis une gilet rose. Si on ne l'a pas compris, effectivement, il y a un souci. J'y crois énormément. À la place des femmes dans notre société, dans nos quartiers, dans l'espace public, dans le débat public, je dis aux femmes, prenez le pouvoir. Et vous avez raison, Madame la Ministre. Dites-moi, Madame Nadier, qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message à celles et ceux qui nous écoutent partout en France ? Moi, je veux lancer cet appel pour dire, oui, évidemment, la situation est compliquée dans notre pays. Elle est difficile. La crise sanitaire, le débat avec l'extrême droite, c'est compliqué. La précarité... Mais nous œuvrons justement avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination pour justement faire en sorte que notre pays relève les enjeux et que les quartiers populaires ne soient pas les oubliés de cet élan que nous voulons donner à notre pays. Gardons espoir, soyons optimistes et faisons face ensemble aux difficultés. Nous, en tout cas, on essaiera de mettre, et c'est ce qu'on fait tous les jours, on essaye de mettre en place des choses qui permettent justement de rebondir et d'avancer dans la vie. Eh bien, merci infiniment, Madame la Ministre, Madame Nadier, chargée donc de la politique de la ville. Merci infiniment. Vraiment, c'était un plaisir de partager cette émission spéciale ici même. On aura l'occasion de revenir sur beaucoup de sujets. Notamment, on retiendra cet appel que vous lancez au collectif des femmes, aux associations des femmes, évidemment, les gilets roses. Donc, interpellez vos préfectures, interpellez Madame la Ministre concernant si vous avez besoin, évidemment, de soutien financier. 19h55, merci à la réalisation à Yanis et à Joe Vanni. Merci beaucoup à tous celles et ceux qui ont appelé. Vraiment, vous avez été très nombreux. Mais hélas, je ne pouvais pas prendre tout le monde.